Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job. Votre rendez-vous emploi RH, c'est tous les jours, du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, bien entendu. Bien dans son job aujourd'hui, se former au métier en tension et pas uniquement d'ailleurs au métier de la cuisine. On va en parler avec Nicolas Bergerot, il est le fondateur de l'atelier des chefs. Smart et réglo, les entretiens de fin d'année, oui, vous êtes salarié ou vous êtes DRH ou manager, vous avez ces entretiens de fin d'année. On en parlera avec Étienne Pujol, il est avocat en droit social au cabinet Berilo. Et puis le cercle RH, on va parler d'un sujet passionnant, les entreprises familiales, petites ou très grandes d'ailleurs, face au contexte de crise. Qu'est-ce qu'elles portent de plus que les autres, ces entreprises familiales? On en parlera avec nos invités, notamment Thomas de Richebourg, il est le président de Richebourg Environnement. Évidemment, son nom porte la marque d'une entreprise mondialement connue. Fenêtre sur l'emploi, l'entretien immersif. Qu'est-ce que c'est? On en parlera avec Charlotte Sanzon. Elle est recruteuse et elle dirige le mercato de l'emploi. Voilà le programme. Tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job et on accueille Nicolas Bergerot. Bonjour Nicolas. Bonjour Arnaud. Ravi de vous accueillir. Vous êtes le fondateur avec votre frère, il faut le préciser. Et avec un chef, Jean-Sébastien Bonpoil. Et avec un chef, parce que votre frère était venu sur le plateau au début d'ailleurs des émissions Smart Job. Vous dirigez et vous avez créé ce concept de l'atelier des chefs. D'abord, commençons par le début parce qu'on va parler des autres métiers. Mais d'abord, votre cœur de métier et votre pari, c'est de dire on va apprendre la cuisine aux jeunes et aux reconvertis, à ceux qui se reconvertissent, mais dans un mode très particulier, c'est-à-dire qu'on peut l'apprendre à distance. Absolument. C'est dingue. On a commencé par faire des vrais cours de cuisine en présentiel pour les amateurs. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on avait inventé une sorte de nouvelle pédagogie. On l'a transposée pour la présenter en digital. Et maintenant, on forme des gens. Premier job, reconversion, apprenant, apprenti, tous les profils, tous les statuts à la cuisine. Et comme vous le disiez, maintenant à plein d'autres métiers de la main et de l'humain. Oui, parce que ça cartonne, la cuisine. Alors, on va parvenir sur les émissions de cuisine, qu'on crée une dynamique évidemment incroyable, où des jeunes se sont dit, mais après tout, c'est un métier génial. Et puis, vous ouvrez à d'autres métiers. D'abord, sur la cuisine, quand même, sur votre pédagogie. Elle est certifiée, elle est diplômante. Bien sûr. On accède au CAP. Bien sûr. Donnez-nous le chiffre, je crois que vous le disiez, parce que c'est un chiffre de résultat incroyable de réussite. 97% pour la cuisine, 98% pour la pâtisserie. Donc effectivement, c'est des chiffres de réussite à l'examen qui sont très importants. On forme pour certifier et après, on forme pour insérer aussi. Et c'est ça qui est vachement important, c'est que pour chacun de nos diplômés, on propose des jobs à travers une plateforme d'alumni qui est très dynamique. Oui, les alumni, vous êtes en train de commencer à compiler, je crois. Absolument. Parce que c'est intéressant de savoir où sont passés, d'où ils viennent et où ils ont sont fait chez nous et ce qu'ils deviennent. Parce qu'effectivement, il faut bien montrer que nos formations permettent d'avoir le diplôme. C'est bien d'avoir le diplôme, mais après, elles permettent de trouver un job ou de créer une boîte. On a énormément de gens qui ont une forme de maturité qui leur permet tout de suite de créer un food truck, un petit salon de thé, d'être entrepreneurs dans le métier passion qu'ils ont envie d'exercer. Alors, on passe de la cuisine et vous dites, après tout, si ça fonctionne bien en cuisine, tournons-nous vers les métiers en tension, comme on le dit. Il y en a plein, l'électricité, de la plomberie, la coiffure, enfin bref. Comment ça se passe? Vous prenez la même méthodologie et vous dites on va la transposer à d'autres métiers, c'est comme ça que vous faites? Exactement, en fait on a une méthodologie qui permet de fabriquer des formations digitales qui marchent, qui diplôment, et donc on a fait du copier-coller, on prend un expert par métier, on ne fait pas ça avec nos cuisiniers évidemment, on a un expert coiffure, un expert esthétique, un expert petite enfance, un expert assistant de vie aux familles, on fabrique une formation, et puis même chose, on s'assure qu'on a des taux de réussite à l'examen très importants et des taux d'employabilité très importants. Quand même sur le fond, évidemment, on a fait l'école, on est allé à l'école, on s'est assis. D'habitude, ce genre de formation, c'est dans un établissement, on pousse la porte, on a des cours, on a un prof, on tire sa chaise, on s'assoit. C'est une petite révolution quand même de prendre les cours à distance. C'est pas une petite révolution, c'est une grosse révolution. C'est une grosse révolution. C'est une grosse révolution, il faut y croire. Et objectivement, je comprends que certains puissent avoir des doutes, qu'on puisse apprendre à faire un métier de la main en digital. Maintenant, même un métier de la main, il y a beaucoup de théorie. Connaître la différence entre un poisson rond et un poisson plat, un poisson à 2 filets ou un poisson à 4 filets, ça s'apprend d'abord en ligne. Et puis après, il y a beaucoup de pratique. Dans nos formations, il y a à peu près 200 heures de théorie, 200 heures de pratique qu'on fait soit chez soi, si on est apprenant, soit dans l'entreprise, quand on est apprenti. La théorie, c'est pareil. On clique sur la vignette vidéo et puis on a un prof. Ouais. Pas que le prof, le grand chef avec qui vous êtes associé, mais plein d'autres compétents qui vous parlent. Bien sûr. Et c'est pas que des vidéos, c'est des textes, c'est des photos, c'est des PDF. On veut vraiment insister sur le pourquoi encore plus que le quoi et le comment. Quand on comprend pourquoi on fait quelque chose comme ça, on le fait mieux.
Si on le fait juste en recopiant ce qu'on a vu sur une vidéo, on le fait pas bien. Coiffure, c'est pareil. Encore une fois, on a les mêmes appréhensions que sur la cuisine. On se dit quand même, c'est-à-dire quand même que la personne qui va accepter de prendre le cursus atelier des chefs, il a quand même un minimum de matos, c'est-à-dire globalement il a une tête. Oui, il achète 2 ou 3 têtes à coiffer. D'accord. Alors la tête à coiffer, elle commence avec les cheveux longs, puis elle termine avec les cheveux ras, parce qu'il y a eu le dégradé, il y a eu le carré, il y a eu la frange, poum poum poum. Et on demande à chacun de nos apprenants de faire une vidéo de la façon dont ils coupent. C'est pas simplement bien couper, c'est avoir la bonne attitude, la bonne posture pour pas se faire mal au dos. Donc on a des experts qui sont capables de juger sur photo, sur vidéo, la qualité du travail réalisé. Et vous les préparez aussi, parce qu'un coiffeur, c'est l'air de rien. Il y a eu quelques sketchs retentissants, je crois, des chevaliers du Fiel, me semble-t-il, sur les salons de coiffure. Vous les formez aussi à accueillir le client, parce qu'il y a la partie technique, mais il y a aussi un gros travail commercial. On appelle ça les soft skills. Les soft skills, ouais. Super compliqué, parce que là, les soft skills, en fait, c'est un peu de l'éducation, mais c'est effectivement apprendre à bien accueillir son client. C'est spectaculaire. Maintenant qu'on aille chez le coiffeur ou au resto, on est surpris quand quelqu'un nous accueille bien. Avant, on était surpris quand quelqu'un nous accueillait pas bien. Bon, il faut qu'on retourne ça pour que vraiment chacun, en fait, quand on est passionné par son boulot, on le fait bien. L'étape suivante, parce que là, c'est une aventure d'abord familiale avec ce grand chef qui est absolument incroyable, parce que ça a cartonné. L'étape suivante, vous ouvrez au métier en tension. Est-ce que vous travaillez sur des outils technologiques différents? On nous parle beaucoup du métaverse. On nous dit, après tout, c'est peut-être ça la solution. On voit les publicités. Vous apprendrez à réparer un cœur. C'est une réflexion que vous menez? Alors, ce qu'on veut, nous, c'est de développer le nombre de métiers. On a 11 métiers aujourd'hui pour lesquels on propose des formations. On en veut une trentaine d'ici 2-3 ans. Et puis, en effet, continuer à améliorer l'expérience de la formation digitale. Pour la partie pratique, ça restera chez le patron ou sur des éléments pratiques classiques. L'expérience de la formation digitale par des nouveaux outils, par, pourquoi pas, le métaverse pour améliorer l'expérience, en quelque sorte. Mais il y a encore beaucoup de boulot à faire pour que cette formation digitale soit considérée exactement comme aussi performante, voire plus que la formation en présentiel. J'allais le dire, le patron en bout de chaîne, il demande évidemment à son salarié qui est en train d'embaucher, t'étais où? Quel CFA? Et il lui répond, j'ai fait l'atelier des chefs en digital. Il y a quoi? Une appréhension? Il le teste un peu différemment? Ça évolue vachement. Au début, tout début, les gars disaient, attendez, depuis quand on apprend à faire ce métier en ligne? Et puis maintenant, quand ils les voient passer l'examen, ils disent, attendez, vous avez fait la formation atelier des chefs? Là, on reconnaît un style, une précision, une hygiène. Donc, voilà, petit à petit, ça vient. Petit à petit, on change les mentalités. Mais c'est un Everest, quand même. Pour faire comprendre que c'est possible, c'est un Everest. Pour faire comprendre que dans une classe, il y en a qui peuvent roupiller, personne ne le sait. Nous, ceux qui roupillent, on le voit sur les stats. Donc on sait comment ils avancent, quand ils avancent, quelles notes ils ont à tous les tests. Ouais, ça, c'est très intéressant. Hyper important. Dans une journée de travail, parce que quand on fait un CFA classique, on va en classe, il est libre de pouvoir gérer son temps comme il le veut, parce qu'il n'est pas en classe, en fait. On est d'accord? Absolument. En tant qu'apprenti, il va y avoir une plus grande flexibilité dans l'organisation de l'agenda entre l'employeur et l'employé. Et puis, mine de rien, quand le gasoil est à 2 € par litre, il y a moins de déplacements vers le CFA aussi. Ça permet de faire des économies, donc plus de fluidité, plus de flexibilité, plus d'économies. Je pense que c'est vraiment le nouveau modèle qui va surperformer dans les années qui viennent. Ouais, et au-delà de l'essence, il y a aussi le problème du logement, qui est un vrai sujet pour les apprentis. Pour les apprentis, pour les saisonniers, pour tous ces gens-là, ils peuvent rester sur place. Pour les parents, c'est une charge parfois impossible. On en parlait au ministère de la fonction publique aussi. Il y a plein de fonctionnaires qui sont des travailleurs isolés dans des mairies, dans des bureaux de poste, qui ne peuvent pas se former parce qu'ils ne peuvent pas bouger. On va pouvoir proposer des formations également à distance qui permettent à chacun de progresser. Une très belle aventure entrepreneuriale, Nicolas Bergerot, et votre frère et votre associé chef cuisinier. Oh là là, je l'oublie tout le temps. On ne les oublie jamais, évidemment. C'était un vrai plaisir de vous accueillir, Nicolas, fondateur de l'Atelier des chefs. Allez voir sur le site, parce qu'il y a plein de métiers en tension qui vous permettront d'accéder à un diplôme sur des métiers, vous l'aurez compris, qui vous donnent un emploi à la sortie. 100% garanti. Merci à vous, merci de nous avoir rendu visite. On va faire du droit. Vous avez une entreprise, maintenant une belle entreprise. Vous faites les entretiens annuels, vous y avez droit. J'ai écouté ça avec attention. Exactement. On a un avocat qui va tout nous expliquer, parce que c'est parfois un moment un peu de tension, un peu complexe, et c'est Smart et Réglo, et c'est tout de suite. Smart et Réglo, le droit, rien que le droit. Et on parle aujourd'hui avec Étienne Pujol des entretiens de fin d'année. Étienne, vous êtes avocat en droit social, cabinet Berry Law. Donc la fin d'année, il y a les cadeaux de Noël.
et il y a les entretiens annuels, les DRH, les managers, comme on dit, s'y collent. Et ils passent beaucoup de temps à organiser ces entretiens. C'est très chronophage et d'autant plus que il y en a plusieurs. Il y a plusieurs typologies d'entretiens qui ont lieu en cette période-là de l'année et c'est pour ça qu'on a estimé que ce serait opportun d'en parler parce que non seulement il y en a plusieurs, mais en plus chacun a sa mission, son objet. Et c'est des entretiens qui se préparent et surtout pour nous les avocats qui font l'objet d'un compte rendu. Et c'est l'attention qu'il doit y avoir pour tous ceux qui les gèrent. Donc ça veut dire que vous aussi, vous êtes évidemment très sollicité. Oui. Qu'on y voit bien clair, parce que sur ce plateau, on en a souvent parlé. Il y a plusieurs types d'entretiens annuels. Oui, alors c'est pour ça que c'est très chronophage, parce qu'il y a des entretiens obligatoires, et puis il y a des entretiens qui sont facultatifs, mais fortement recommandés, notamment dans la gestion de carrière des collaborateurs. Alors ceux qui sont obligatoires, on en a déjà parlé ici, c'est les entretiens relatifs aux orientations professionnelles, qui ont lieu tous les 2 ans, avec un bilan tous les 6 ans. On en a parlé au printemps dernier, parce qu'il y avait une échéance avec une pénalité financière s'il n'était pas conduit. Donc celui-là, c'est tous les 2 ans, mais donc forcément, ça arrive à cette période-là de l'année aussi. Mais il y a d'autres entretiens qui sont facultatifs, et notamment l'entretien dit d'évaluation de la performance du collaborateur. Et celui-là, je dirais qu'il y a plusieurs méthodologies qui peuvent s'appliquer. Rien n'est encadré par le Code du travail ni par les conventions collectives. En revanche, c'est vrai que ce sont des entretiens qui sont un passage obligé dans la carrière du collaborateur. Et donc, ils doivent être préparés à la fois par le manager et le DRH, mais également par le collaborateur lui-même. Donc, il y a plusieurs entretiens. On y reviendra. Pour le dire très concrètement, à quel moment on est face à son manager et on lui dit j'ai besoin que vous m'augmentiez? C'est dans lesquels là? Alors c'est dans l'entretien sur la performance du collaborateur, pas forcément sur la gestion de sa carrière, encore que. Ça peut en faire partie, mais on parle plus là du compte personnel de formation, de la validation des acquis d'expérience, etc., etc. Donc c'est plus une évolution professionnelle. En revanche, sur est-ce que mon année était bonne ou pas bonne, est-ce que j'ai droit à un bonus ou pas un bonus, là c'est plutôt l'entretien dit d'évaluation, puisqu'il va servir à la fois à faire le bilan de l'exercice 2022, mais également de préparer celui de 2023. Notamment quand on a des objectifs commerciaux ou des objectifs dits individuels, et bien là, effectivement, ça va faire l'objet d'un état des lieux avec à la fois le manager et un tiers, et probablement le DRH au niveau de l'entreprise. Ça, c'est classique. Et on va parler de l'entretien professionnel. Vous l'avez évoqué, tous les 2 ans. Ouais. Celui-ci, on n'en parle jamais. Est-ce que c'est parce que l'entreprise, globalement, elle met un peu sous le boisseau? Alors, il y a un peu de ça. C'est aussi parce que c'est assez récent, en fait. Ça remonte à la loi de 2014 sur l'orientation professionnelle. Et c'est lui qui a imposé tous les 2 ans ce passage de carrière. Et c'est vrai qu'on en a beaucoup parlé, notamment en début d'année. Pourquoi? Parce que beaucoup d'employeurs ne l'avaient pas en tête du tout. Et il y a une sanction financière qui est arrivée. Et c'est vrai que les gens se sont réveillés en disant « mince, il faut le faire ». Alors j'espère que maintenant ça va rentrer dans les processus, d'une part parce qu'il y a la sanction financière, mais aussi parce que c'est très important dans l'évolution de la carrière des collaborateurs que de faire un point sur ce qu'on appelait son employabilité, c'est-à-dire le fait d'acquérir des nouvelles compétences pour pouvoir évoluer au sein de l'entreprise ou à l'extérieur de l'entreprise. Donc vous le redites, mais il faut le redire, celui-ci n'est pas obligatoire. Hein, mais il est obligatoire, mais tous les 2 ans. Mais tous les 2 ans. C'est pas un entretien annuel, c'est bisannuel. L'entretien annuel obligatoire? Alors l'entretien annuel obligatoire, lui, il est plutôt sur les salariés au forfait jour, où c'est un autre entretien qu'il faut... le DRH au mois de décembre, en fait, on ne peut pas le voir parce qu'il est en entretien. Un DRH qui a une très grosse entreprise, ses équipes sont du matin au soir en entretien. Oui, alors il va déléguer probablement au responsable RH, ou à d'autres, parce qu'effectivement, c'est pas Shiva, il ne peut pas se démultiplier comme cela, mais effectivement, c'est très chronophage parce que parallèlement à ça, alors il y a parfois des directeurs de relations sociales, mais il faut aussi continuer à gérer les relations avec le comité social et économique, le CSE. Donc évidemment, ça prend beaucoup de temps, mais généralement les DRH anticipent ça. Donc effectivement, l'entretien sur le forfait jour, c'est lui qui a un entretien qui est obligatoire, qui a lieu généralement à la fin de l'année. Pourquoi il a lieu à la fin de l'année? Parce qu'un forfait jour, comme son nom l'indique, on utilise un nombre de jours sur l'année. C'est souvent calculé sur l'année civile et donc en novembre, on réalise où on en est par rapport à la consommation du forfait jour et adapter le cas échéant le mois de décembre, la charge de travail sur le mois de décembre pour savoir si on va dépasser le forfait ou si au contraire on est en retard par rapport au forfait. Ça c'est l'entretien forfait jour pour les cadres. Ouais. C'est l'occasion pour le cadre d'expliquer qu'il a eu une surcharge de travail, qu'il faut réactualiser. Bref, c'est une négociation, j'imagine, qui se fait au sein de l'entreprise. Hein. J'imagine oui, tout à fait. Peut redemander. Ça se prépare aussi parce que les appréhensions de charge de travail, on le voit, ça peut basculer aussi sur de la souffrance
souffrance au travail et donc de la responsabilité de l'entreprise sur la... Là, il y a des signaux faibles, Étienne. On peut voir des signaux faibles. Oui, exactement. Et il faut être à l'écoute. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, ça se prépare parce qu'il faut voir si la charge de travail est en adéquation par rapport au forfait jour, à son utilisation. Dernière question très importante. J'imagine que si j'étais DRH ou responsable de DRH, je me dirais, je fais tout en un. Non mais franchement. Non mais exactement, on a envie de tout synthétiser. Or, on peut le faire en une seule fois, mais en revanche, il faut à chaque fois individualiser le compte rendu qu'on en fait. Exactement. Parce que nous, si on doit gérer après la carrière ou la fin de carrière dans l'entreprise, il faut qu'on ait la traçabilité de ce que ces entretiens ont bien eu lieu et que chacun des deux par entretien. C'est exactement ça, Arnaud. C'est-à-dire que chacun puisse identifier ce qui a été abordé, le compte-rendu qu'on en a fait et les perspectives qu'on en a fait. Sur l'entretien annuel, par exemple, celui qui a donc lieu normalement en ce moment, on regarde quelle est la performance du collaborateur, quelles sont ses insuffisances le cas échéant et quelles actions de formation on peut mettre en place pour accompagner le collaborateur à s'améliorer. Et c'est là qu'on voit le parallèle avec l'entretien sur la formation professionnelle du collaborateur, parce que pour l'améliorer, eh bien, on va rebondir sur l'autre entretien en disant tu as besoin de ça comme formation. Donc c'est assez cohérent finalement d'enchaîner les trois, parce qu'il y a une cohérence finalement assez... Il y a une cohérence globale, mais ça se prépare avec le manager et donc avec le DRH, et puis les comptes rendus font l'objet de comptes rendus distincts, parce que ça ne va pas dans la même pochette du dossier du collaborateur. Donc dans une pochette où évidemment, vous l'aurez compris, dans un ordinateur. Exactement, en fichier. En fichier, des petites pochettes qu'on sort. Merci Étienne Pujol de nous avoir rendu visite. Vous êtes avocat au cabinet Berilo, spécialiste de ces questions de droit social et de droit du travail. Merci de vous avoir d'être venu sur notre plateau. Le Cercle RH, on fait une courte pause. Ça, c'est intéressant parce que qu'est-ce que ça fait lorsqu'on porte le nom de son entreprise? Alors, on peut avoir une toute petite entreprise d'artisanat, c'est assez classique, ou une très grande entreprise. Et évidemment, on porte le nom de cette grande entreprise. Qu'est-ce que cela dit de la manière dont on gère cette entreprise, sur les valeurs qu'elle porte, et puis aussi sur la manière dont on gère le capital de l'entreprise? On va en parler avec mes invités, justement, juste après la pause. Le Cercle RH, le débat quotidien de Smart Job, on parle des entreprises familiales. Alors, des petites entreprises, c'est vrai que c'est classique en campagne ou avec un artisan, évidemment, il y a le nom sur sa camionnette, ça c'est classique, c'est une petite entreprise. Puis il y a aussi de très grosses entreprises où le nom inscrit bien sur votre facture, c'est le nom de la personne qui dirige l'entreprise, et on va en parler. Qu'est-ce que ça veut dire? Déjà à titre personnel, qu'est-ce que ça veut dire sur la manière dont on gère le capital, et puis sur ce que porte l'entreprise comme valeur. Et puis on parlera aussi, qui est un autre sujet très sensible, des transmissions d'entreprises. Ça, c'est un sujet éminemment important. 3 invités sont avec moi. Aude de Castet, merci d'avoir répondu à notre invitation. Porte-parole de Territoire de Progrès. Vous êtes très impliqué sur les territoires, notamment le territoire normand, si je ne m'abuse. Tout à fait. Je suis élue au premier échelon de l'élection en Normandie, en Seine-Maritime. Je suis également, depuis peu, ambassadrice du parti Renaissance pour la Normandie. Voilà. Bonjour Arnaud, bonjour messieurs. Merci d'être venu sur notre plateau. Thomas de Richebourg, merci d'être là. Quand on dit Thomas de Richebourg, évidemment, on voit le nom. On va en parler avec vous. Président de Richebourg Environnement, entreprise dont le capital est détenu par la famille de Richebourg. 50% du vote. Oui, exactement. 41, si j'ai bien lu, si c'est les bons chiffres. Ça, mais 50% du droit de vote, c'est vous qui avez le capital de cette immense entreprise. On va en parler avec vous. Puis on parlera d'un mot de votre parcours, parce qu'il est quand même pour le moins très original. On y reviendra en 2 mots. Et puis Philippe Gronner, merci d'être avec nous Philippe. Merci. Président de Family Business Network France, vous êtes l'ambassadeur à l'international, qui est une association, on est d'accord? Qui est une association absolument au service des familles entrepreneuriales, pour gérer avec elles tous les sujets qui traitent de gouvernance et de transmission, le sujet que vous l'avez évoqué tout à l'heure. Et je suis aussi chef d'entreprise. Vous aviez transmis une entreprise à votre fils, si je ne m'abuse. L'entreprise Simone Perel, qui est un leader sur le marché de la lingerie féminine. Absolument. Et que j'ai transmis à la 3e génération en ce qui me concerne. En 2018, j'ai pas de bêtises? C'est ça. En 2018. Juste quelques mots, Thomas de Richebourg, parce que c'est vrai que pour ceux... Alors, de Richebourg est une marque connue dans les déchets, dans le ramassage de nos poubelles, pour la visibilité de marque, j'allais dire. On voit passer des camions pour marquer de Richebourg. Là, j'ai Thomas de Richebourg sur le plateau, ce qui évidemment fait drôle. Votre histoire n'était pas écrite pour prendre les rênes de l'entreprise quand même. Vous étiez comédien à l'origine. Oui, tout au début. Vous avez fait un pas de côté quand même.
Un pas de côté, c'était plutôt quelque chose qui a été positif pour moi. Moi, quand j'ai eu mon bac, à un moment donné, je voyais mon grand-père et mon père qui étaient en embuscade au bout du chemin. Et puis, je me suis pas senti tout de suite d'aller dans l'entreprise familiale. Donc, j'ai eu un parcours un peu atypique, comme vous le disiez. Moi, je suis rentré au cours Florent. J'ai passé ma classe livre. J'étais avec Francis Huster. Et après, j'ai eu toute une expérience dans... Podium, Tanguy, quelques rôles. Quelques rôles. Et puis, j'ai eu un passage aussi par la Comédie Française. Donc, j'ai pris beaucoup de plaisir. C'est quelque chose qui m'a beaucoup nourri, beaucoup apporté. Et puis à un moment donné, quand les choses commençaient à se dessiner dans ce métier, c'est là où je me suis dit, où j'ai fait un choix. Et j'ai fait le choix de l'entreprise familiale et de rejoindre mon père et mon grand-père. Et puis également mon frère pour travailler en famille. Je pense que j'avais depuis très longtemps ça en moi, mais que j'étais pas prêt. Juste un mot, et on va entendre nos autres invités, bien entendu. J'ai le sentiment, peut-être me trompais-je, mais que ça donne des responsabilités plus fortes et plus importantes que lorsqu'on est un fonds qui investit dans une entreprise froidement, même si ce fonds a des très belles valeurs en disant qu'il va le conserver. Mais la relation charnelle à l'entreprise n'est pas la même. Elle est très forte. Évidemment. Moi, ça a été créé par mon grand-père, c'est enraciné et développé par mon père. Je suis avec mon frère, donc si vous voulez, moi, c'est toute ma vie maintenant. Je vais travailler dans l'entreprise familiale et le seul but et l'ambition que j'ai avec mon frère Boris de Richebourg, c'est de développer l'entreprise, de la faire rayonner en France, mais également aussi à l'international et surtout qu'elle reste familiale. C'est ce que j'allais vous dire, parce que votre rêve aussi, c'est d'avoir aussi des enfants qui se disent, tiens, moi aussi, je vous vois réagir, parce que oui. Et la marque dont vous avez parlé est une très jolie marque aussi. La transmission, le fait de porter, alors même si Grödner ne porte pas votre marque, mais parce qu'il y a un rapport très fort entre porter le nom de sa marque et développer l'entreprise. Presque, parce que c'était le nom de jeune fille de ma mère. Donc vous voyez, il y a quand même un lien très fort. Donc ça veut dire, excusez-moi, au repas de famille le dimanche, c'est ça le sujet, hein, on est d'accord. Au repas de famille, on dit, on est tous ensemble, l'entreprise, elle est là, quoi. Dès la plus tendre enfance, en fait, on entend parler de l'entreprise familiale. Donc on baigne dedans. Ça ne veut pas dire que plus tard, on aura envie d'y travailler, mais forcément, le lien à l'entreprise fait partie de notre ADN. Philippe Thomas, et je donne la parole à Aude, parce qu'on va parler aussi de la question des transmissions, de l'importance de ce qu'est une entreprise familiale dans un bassin économique. Mais on a quand même un peu la pression, quand même. Enfin, Thomas, alors, quand on est le fils d'eux, on se dit, il ne faut pas que je me manque, quoi. Oui et non, parce qu'en même temps, le FBN, justement, le Family Business Network, nous sommes là pour aider les jeunes, et Thomas en parlera encore mieux que moi, de nos familles à faire leurs propres choix. Et c'est ça qui est important. Parce qu'aujourd'hui, une famille qui veut transmettre, il faut qu'elle réfléchisse à qui est le mieux placé pour prendre la suite. Et ce n'est pas forcément toujours un membre de la famille. J'ai eu un échange passionnant avec une DRH dont je citerai le nom de l'entreprise, qui est une entreprise familiale dans l'environnement, et qui me disait, c'est le fils qui a repris l'entreprise, le père a 78 ans, il a créé ce groupe qui cartonne. Mais le père est toujours là. Et c'est toujours un peu. Et c'est toujours compliqué. Le père est toujours là, ça peut être un souci. Et en même temps, vous dites le fils, et c'est bien souvent un domaine de mâle alpha dans ces questions de transmission. Puis le papa observe, quoi. Il est là. Il y a cet excellent livre de Vanessa Schneider et de Raphaël Baquet qui s'appelle Succession avec un S. Je ne sais pas si vous l'avez lu, où elle dresse des portraits de ces histoires de cession d'entreprises familiales. Et justement. Et où elle disait qu'elle avait interrogé, par exemple, François-Henri Pinault, en lui disant, mais quand vous avez succédé à votre père, votre sœur, est-ce qu'il en a été question? Et là, c'est un peu ravageur, c'est qu'il s'est mis à rire en disant, on n'y a même pas pensé. Et donc, effectivement, vous le disiez très justement. Il y a peut-être que des garçons chez les de Richebourg. Il n'y a que des garçons chez les deux. Voilà, à la fois, il y a l'avantage et les inconvénients, c'est-à-dire que l'entreprise s'invite à table capitale de l'entreprise, à la table familiale, pour le meilleur comme pour le pire, j'allais dire. D'où l'importance d'organiser une gouvernance et le rôle et de les préparer. Mais tout le rôle du FBN est là. C'est qu'on essaye d'aider ces familles à faire la part des choses entre vie familiale, vie potentiellement d'actionnaire. Là, c'est vie privée, vie pro qui se mélangent. Voilà. Au départ, oui. Mais après, il s'agit de décanter les choses et de faire la distinction entre les deux. Et chez les jeunes, c'est très important. Thomas de Richebourg, ça s'est passé comment pour vous? Et est-ce que ce qu'on raconte là, c'est quelque chose que vous vivez, c'est-à-dire dans une forme de quotidien? C'est-à-dire que on est d'accord. Depuis que je suis tout petit, notre vie, c'est le groupe. Ça a été pour mon grand-père, pour mon père, pour mon frère, pour moi. Toutes les conversations tournent autour du groupe.
Ouais. Donc, D'où votre envie de prendre un peu l'air un peu. Oui, au début, maintenant non, parce qu'après, ce qu'il faut, c'est surtout être passionné par ces activités. Il faut aimer profondément. Pour rejoindre la famille et le groupe familial, il faut avant tout aimer ce qu'on fait. Comme le disait Philippe, toute cette lingerie, il faut aimer faire de la lingerie. Nous, il faut aimer avoir des déchets. Moi, je suis passionné par le monde des déchets. Et le fait de porter mon nom, c'est quelque chose maintenant qui, finalement, je vois passer un camion. C'est une marque, c'est la marque de Richebourg. Ouais, c'est ça, parce que je ne veux pas faire de la psychanalyse, on n'a pas le temps, mais la mise à distance de cette marque qui est votre nom, et j'ai même envie de dire, quand vous vous déplacez dans des séminaires, quand vous allez sur place, c'est Thomas de Richebourg qui se déplace. Oui, alors ça, c'est vrai que ça a toujours beaucoup d'impact, parce que les gens se disent, c'est lui le président, le patron, le propriétaire. Mais il y en a qui travaillent aussi dans le groupe, et des collaborateurs extraordinaires, et qui Juste un mot sur les valeurs, Monsieur Grandner, parce que vous voulez prendre la parole, je vous la donne. Sur les valeurs, c'est quoi les valeurs qui incarnent une entreprise familiale? Et j'ai envie de dire de l'artisan avec 15 salariés jusqu'à un groupe international. Notre association, le FBN, regroupe des entreprises de toute taille. J'y viens de la PME, en passant par le TIC, en passant par le grand groupe, jusqu'au grand groupe. Et en fait, ces valeurs, ce sont celles généralement qu'on retrouve dans la famille, finalement. C'est là que le lien est très imbriqué. C'est-à-dire, c'est des valeurs de pérennité. C'est-à-dire, d'abord, on a une vision à long terme, contrairement à un certain capitalisme financier. Court-termiste. Non, mais c'est vrai. Peut être court-termiste. On a une vision à long terme. On a une vision, je laisserai Madame s'exprimer là-dessus, d'ancrage régional, qui est très important. C'est que la famille étant originaire d'une région, elle tient à préserver l'emploi, ce qui est quand même. On pense à Laval, à Lactalis, ces entreprises. On peut penser à plein de noms de grands groupes et de belles entreprises qui ont. À Paris, on le sent moins, mais dans les régions, attachés au territoire. Ensuite, on a une proximité avec les parties prenantes. C'est ça, nos valeurs. C'est-à-dire, on a grandi dans une famille, on est attaché évidemment à la famille, mais on est aussi attaché aux salariés. On a participé à des événements dès l'enfance. Donc il y a une proximité aussi. Une proximité qui fait que la plupart du temps, la relation sociale dans l'entreprise est quelque chose qui est facile à vivre. Voilà. Aude de Castec, comment ça se vit? Pas uniquement sur les territoires, mais c'est vrai que vous avez aussi un regard par vos activités professionnelles sur les entreprises en général. D'ailleurs, au-delà de vos engagements, c'est différent une entreprise familiale, parce qu'on le voit dans le dialogue social, dans la manière où on va chercher et on interpelle le patron. C'est différent. Oui, pour toutes les raisons que Thomas de Richebourg et M. Gander ont expliqué. L'entreprise familiale a cette spécificité, c'est que ça n'est pas un organisme froid avec un objectif collectif, mais c'est au contraire, c'est tout l'inverse. C'est un organisme très chaud qui est bien souvent le prolongement des relations familiales. Alors, quand c'est pour tous les aspects vertueux que vous avez décrits, c'est formidable. Et puis, il faut en tirer des enseignements pour pouvoir les développer, d'ailleurs, dans les autres entreprises, pour qu'il y ait ce souci de cette pérennité, la durabilité de l'entreprise, l'attachement sur les territoires, bien évidemment, mais supprimer tous les effets pervers. L'entreprise familiale ne peut pas être uniquement le carrefour entre les relations passionnelles raciniennes et les dilemmes cornéliens des entreprises. Ça n'est pas possible. Il faut pouvoir... Mais le problème, c'est ce que vous disiez. Il faut sans doute anticiper, mais le problème, c'est ce que vous disiez, c'est que c'est le prolongement bien souvent de relations familiales. Quand vous voyez un Francis Bouygues qui dit, après avoir d'abord initié son fils aîné, ensuite choisir un autre en disant, voilà, là, Martin, c'est mon bon fils. Mais c'est ravageur, enfin. Et puis alors cette fascination française pour les successions familiales et les histoires d'héritage, moi je suis dubitative. Lagardère. Et encore, qui est un sujet aussi dans l'activité. Juste Thomas de Richebourg, juste quand même, parce que l'entreprise, elle a la majorité, le capital c'est vous. D'abord, deux questions. Quand vous voyez des grands groupes de l'environnement et du déchet qui se déchirent, il y en a. Suez, Veolia, ces guerres terribles. Vous dites qu'on est quand même, entre guillemets, à l'abri parce qu'on a la stratégie en main, on a notre capital et on fait nos choix. Ça, c'est un axe hyper fort quand même. C'est primordial. Et comme vous disiez tout à l'heure, je crois que le plus important, c'est de savoir pour qui on travaille.
et quel est son patron, son vrai patron et son propriétaire. Et c'est là l'ambiance après qu'on a, on dit on a une ambiance familiale dans le groupe. Oui, elle est là parce qu'on sait qu'il y a une famille à la tête et on sait que cette famille, elle va rester et elle va être là pour toute sa vie. Moi, mon objectif, c'est de rester là toute ma vie dans le groupe. Donc pour faire la différence avec tous ces grands groupes qui font des choses formidables, mais ils n'ont pas la même ADN. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Philippe Grondner, ça change tout, ça, le fait qu'une entreprise, elle ait un capital avec des fonds étrangers, ça change tout. Avec des fonds chinois, ça change tout à fait le rapport avec les salariés. Complètement, c'est ce que je parle. Quand j'évoquais les parties prenantes, c'est ce que j'évoquais, cette proximité avec les salariés. Mon père me disait, quand j'ai commencé à travailler, laisse toujours le bureau la porte de ton bureau ouverte, par exemple. Parce que plus les gens sont en bas de l'échelle... Elle est toujours ouverte, votre porte? Elle est toujours ouverte. Parce que tu dois respecter... Plus les gens sont en bas de l'échelle, plus tu dois... Mais ça donne une responsabilité sur ceux qui dirigent l'entreprise. Ça donne une responsabilité, mais ça donne confiance à vos collaborateurs et ça prouve que vous les respectez. Et ça, c'est parfois les dérives de certaines formes de capitalisme qui vont trop loin et qui oublient l'intérêt premier de leur entreprise, qui est celui de protéger ses salariés. Juste, votre papa, excusez-moi, on vous a à portée de main et on parle des entreprises familiales. Il est là, il est dans le bureau. Il est là. Non, mais d'accord. Ah, mon père, il est très présent. D'accord. Il est tous les jours ici. Ah oui, il est là. Il est là. Non, il est là et on a plutôt une bonne entente tous les trois familiale. Parce qu'il y a votre frère aussi. Il y a mon frère Boris, oui. De quel moment vous vous isolez dans une sorte de sas où il n'y a plus de bruit, il n'y a plus de micro, il n'y a plus personne, vous vous regardez et vous dites, bon là, ça va plus du tout là. On n'avance plus là. Alors, je ne sais pas comme ça qu'on fait, mais oui, en tout cas, on se réunit souvent, on fait des comités stratégiques où on réunit toute la famille, mais on est chacun dans une branche d'activité. J'entends bien. Mon père est le grand patron président et moi et mon frère, on a chacun une des grandes branches du groupe. Pardonnez-moi d'y revenir, mais sur le plan psychologique, voire même psychanalytique, comment ça se passe? Il donne des bons points, il vous félicite. Non, mais excusez-moi, je vois Aude de Castec, c'est ce qu'elle soulevait, c'est de se dire, il m'observe, peut-être que j'ai fait le mauvais choix, peut-être que j'ai pas pris la bonne décision. Et puis moi, j'ai pas envie de critiquer Thomas de Richebourg, son parcours et sa formation, parce que j'ai eu la même. Je suis aussi passé par le cours Florent et j'ai eu aussi Francis Huster en masterclass. Mais vous n'êtes pas vu en cours? Oui. On va en parler après. Donc, il y a des gens qui séchent les cours. Je respecte, c'est une très bonne formation de passer par le cours Florent. Je respecte. Néanmoins, il y a quand même la question de la méritocratie. Pourquoi il y a ce fait du prince ainsi? Non, il y a pas ça peut déranger quand même, ça peut déranger. Moi, il y a eu la loi de Benoît Hamon qui essayait d'aider la transmission d'entreprise en favorisant la reprise par les salariés, qui sont quand même les premiers acteurs, les parties constituantes des entreprises. Ça a moyennement marché d'ailleurs face à... Plus que moyennement marché, parce que confronté à un principe de réalité, on s'est aperçu que c'était pratiquement infaisable quand on commençait à anticiper. Et monsieur parlait d'anticipation, c'est tout à fait primordial dans ces questions de cessation d'entreprise, familiale ou pas d'ailleurs. Eh bien, on commençait à parler de cessation d'entreprise. Vous aviez les salariés... Pas de cessation, cession. Les salariés qui, au lieu de candidater pour la reprise, partaient de l'entreprise parce que... Philippe Grondner, il n'a pas terminé, je vous donne la parole, je vous le promets juste après. Concrètement, quand votre papa vous regarde et que vous faites des choix stratégiques dans l'environnement, et Dieu sait si ce secteur est en plein développement, il y a du jugement, il y a du travail la main dans la main, il y a de la transmission. Comment ça se passe? C'est plutôt une collaboration. On est ensemble et on décide quand on doit faire des choix importants, on décide ensemble. Vous vous consultez? On se consulte, mais par contre, c'est vrai que j'ai une totale autonomie dans la filiale que je dirige, comme celle de mon frère. Je crois que quand on est père de famille, à un moment donné, quand on a confiance dans ses enfants, il n'y a rien de plus terrible que de faire un choix en disant ce sera toi, et puis toi, tu travailleras avec ton frère. D'accord. C'est horrible. C'est atroce. Juste les conseils que vous donnez, parce que vous avez dit je donne des conseils. C'est quoi les conseils principaux? Justement, je refuse, moi, personnellement, et le FBN, l'association que je représente, le mot d'indice, acronyme de Family Business. Vous dites FBI. Non, ça ce serait trop intrusif. Non, l'idée, c'est vraiment justement pour les familles de raisonner entre famille, actionnariat et management. C'est pas forcément toujours celui de la famille qui est le mieux placé. Il faut qu'il ait envie, Thomas l'a dit, vous l'avez dit, il faut qu'il soit légitime et qu'il soit compétent. Voilà ce que je mets. Donc c'est pas le fait du prince, c'est la motivation, c'est l'envie d'y aller. C'est la motivation, carrément. C'est l'envie de l'année, c'est la compétence prouvée souvent à l'extérieur de l'entreprise. Parce que si vous nommez un membre de la famille et qu'il n'est pas bon, il fait du mal à tout le monde. Il fait du mal à la famille, aux actionnaires, il fait du mal aux salariés. Et à l'image de la boîte. Et à l'image de la boîte. Évidemment.
Évidemment. Donc les familles ont conscience qu'il y a un processus vertueux, et c'est ça qu'enseigne le FBN, enfin qu'essaye d'enseigner le FBN. Ce processus vertueux consiste sur le long terme à identifier celui ou celle qui est le mieux placé pour prendre la suite. C'est pas forcément un membre de la famille. Au niveau management, l'actionnariat peut rester familial. Il y a des décisions... Il faut séparer actionnariat et management. Et d'ailleurs, pour aller dans votre sens, la transmission de Simone Perel, si je ne m'abuse, ça a pris 10 ans. 10 ans. La période de transition. Et vous avez identifié votre fils et une nièce, d'ailleurs. Je ne suis pas le seul à avoir identifié. Vous l'avez passé à la moulinette, votre fils ? Oui. Non mais sérieusement. Oui. Non, sérieusement. C'est-à-dire le regarder droit dans les yeux, lui dire voilà, tu vas présider cette entreprise que je porte une minute, je vous explique. Un peu moins d'une minute. Un peu moins d'une minute. Malheureusement. Il a fait une école de commerce, il est allé travailler dans la banque, ça l'intéressait pas trop. Je lui ai dit viens voir. Son cours Florent à lui, quoi. Moi, son cours Florent à lui. Voilà, il aimait pas trop. Il est parti faire un MBA très loin. Et il est revenu et c'est lui qui a dit je veux travailler dans l'entreprise. Et voilà, on l'a envoyé dans des filiales. On voit bien quand même dans la psychologie qu'il y a besoin de faire un petit tour à l'extérieur pour se nourrir de l'extérieur et revenir plus fort. Je pense que Thomas, votre histoire, elle est là aussi. On revient plus fort. Et je pense que j'aurais pas été le même si j'étais sorti de l'école et rentré directement dans l'entreprise. Vraiment. Parce que vous avez l'impression d'être menotté à ce moment-là. Oui, et puis j'avais pas eu ma propre expérience et je m'étais pas construit. Se construire. Parce qu'à un moment, pour accéder à ce type de responsabilité, je peux vous dire qu'il faut avoir une sacrée carapace et une sacrée personnalité. Moi, ça fait comme 18 ans que je suis dans le groupe. Moi, je suis totalement investi et passionné par ce que je fais. Et si vous n'avez pas ça, on parlait de légitimité. Ça ne marche pas. Ça ne fonctionne pas. Et très vite, vous en rendez compte. Très très rapidement. Et d'ailleurs, je redis que le fait que vous portiez le nom de Richebourg vous oblige encore plus. Encore plus. Vous avez le droit, encore moins le droit à l'erreur. Exactement. Enfin, c'est le sentiment en tout cas que donne le lien du nom et de la marque. Vous êtes d'accord ? Toujours être le meilleur et se surpasser. Bien sûr. Aude de Castet, pour conclure, vous avez évoqué les transmissions reprises par les cessions par les salariés, qui a moyennement marché. Il y a quand même chez nous en France une structure patronale très familiale quand même, parce que 85% des entreprises sont globalement familiales. C'est typiquement le modèle français, ça. Ou italien d'ailleurs. Oui, mais il y a aussi une autre spécificité française, c'est qu'on est assez mauvais justement dans ces questions de transmission d'entreprise. On est à la queue leu en Europe. Et donc il faut qu'on arrive à récupérer... À la queue leu ou en queue de peloton ? Oui, en queue. En queue de peloton. Oui, parce qu'à la queue leu, on l'est forcément. Non. Mais j'irais plutôt en queue de peloton. Sans vous interrompre, on a 14% des entreprises qui se transmettent en France contre 52% Exactement. en Allemagne et 70% en Italie. Merci Thomas de Richebourg d'être venu sur le plateau. On sent dans votre discours avec beaucoup de sincérité vous êtes un homme épanoui dans ce que vous faites là. Moi je suis très épanoui et très heureux de ma vie et très heureux de collaborer en famille avec mon frère et mon père. J'ose pas vous poser la question, ça se réglera dimanche autour du repas de famille, mais alors qui présidera aux destinées du groupe un jour ? On verra pour le moment. Moi j'ai 45, mon frère a 43, mon père a 68. Donc on est encore, on va grandir comme ça encore pendant un certain nombre d'années. Et mon père a beaucoup de dynamisme et il est là pour longtemps. C'est un message que vous envoyez à votre père. Merci à vous trois. Merci Aude de Castet, porte-parole de Territoire de Progrès et ambassadrice de Renaissance dans cette belle région de Normandie. Et puis merci à Philippe Grodner qui a une double casquette, président de Family Business Network et qui a vécu lui dans sa chair aussi la transmission d'une entreprise à son fils. Toujours à la tête de l'entreprise. Toujours à la tête. Donc vous avez fait le bon choix. Merci à vous trois. Oui. A priori, oui. Merci à vous trois. On termine par notre rubrique Fenêtre sur l'emploi, l'entretien immersif. C'est peut-être ce que font d'ailleurs les papas qui veulent transmettre leur entreprise. Entretien immersif. Fenêtre sur l'emploi et on parle du recrutement et on parle de l'entretien immersif avec Charlotte Danzon. Bonjour Charlotte. Bonjour Arnaud. Recruteuse indépendante au Mercato de l'Emploi. C'est toujours pensé au football quand je dis Mercato de l'Emploi. Vous êtes basée à Remiremont, oui. C'est dans les Vosges, à proximité d'Épinal. Expliquez-nous votre méthodologie parce qu'elle est, je trouve, très disruptive et innovante. Elle est très terrain, très pragmatique, très proche des candidats et très proche des chefs d'entreprise. Aujourd'hui, on constate que la méthode classique en matière de recrutement, elle peut être relativement longue et puis elle ne mène pas toujours à la réussite. Il y a trop souvent d'échecs. Et donc, j'ai décidé, force a été de constater en fait, que des fois, ça ne fonctionnait pas. J'ai décidé d'innover. Clairement. C'est quoi votre innovation ? Parce qu'il y a vraiment l'idée de prendre, je mets des guillemets, prendre par la main le candidat pour vraiment l'immerger
concrètement, et c'est-à-dire lui montrer concrètement l'entreprise. Souvent, on est perdu, même pour un jeune, on ne sait pas trop à quoi ça ressemble. Vous les emmenez, alors j'imagine pas seul, non, mais j'imagine pour des raisons de temps, vous les emmenez en groupe. Exactement. C'est-à-dire que j'invite en fait un certain nombre de personnes intéressées à partir d'une offre d'emploi sur laquelle ils ont postulé. On va vérifier en fait leur projet professionnel, leur motivation, ce qui les motive à travailler, ce qu'ils ont envie de faire. Je vais vérifier que tout ça correspond à ce que l'entreprise recherche. Et si c'est en phase, je les invite à faire une visite d'entreprise parce qu'il est toujours difficile de se projeter dans un métier quand on ne le connaît pas. Donc je les invite à venir pendant 2 heures, visiter l'entreprise, mais surtout rencontrer un chef d'entreprise qui va parler en fait de son univers avec passion et avec engouement. Ça permet aussi au chef d'entreprise d'être détendu pendant l'entretien, parce qu'il n'y a pas que le candidat qui est stressé en réalité. Puis j'imagine que ça se passe aussi parfois dans les ateliers, ça se passe in situ, le contexte est très différent en fait. Exactement, ça se passe en fait directement sur site. J'ai un exemple très concret avec le tissage de la Mouline, une société textile située dans les Vosges. Elles sont rares. Exactement. Il faut les citer. Avec leur propre filature. Et c'est des métiers où il n'y a plus d'école. Et donc, on recrute uniquement sur le projet professionnel, la motivation. Donc, l'entreprise ouvre ses portes, explique ce qu'elle recherche, qui elle est. Et on a de véritables vocations, en fait, qui arrivent chez les candidats. Je m'autorise, Charlotte, ça tient aussi sur, j'allais dire, le charisme du chef d'entreprise et sa capacité aussi à engager. C'est-à-dire que les candidats voient vulgairement ce qu'il a dans le ventre, quoi. Est-ce qu'il a envie aussi de les embaucher? Exactement. Il ne mâche pas ses mots. Il est très direct, très entier. Il dit voilà, c'est un environnement usine. Oui, il y a du bruit. Oui, c'est du coton. Il y a de la poussière. Mais il dit chez moi, vous n'êtes pas des numéros. Chez moi, vous êtes des personnes. Je m'intéresse à vous. Moi, en effet, tous les matins, quand on fait les visites d'entreprise, à chaque fois, il a un petit mot pour chaque salarié. Il s'intéresse à eux, à leurs problématiques aussi de vie. Et il y a de l'humain dans tout ça. Et remettons l'humain en fait au cœur du process de recrutement pour que ça marche. Ce qui est intéressant, Charlotte Danzon, c'est que vous mettez l'humain qui est à 150%, alors qu'il y a beaucoup d'invités qui viennent nous dire non, on fait du recrutement en ligne, ça marche très bien, on associe 2 fiches et ça colle. Vous n'y croyez pas, c'est pas votre modèle. Non, parce que je me suis aperçue que ça ne fonctionnait pas en fait. Ce qui est important, c'est d'avoir du concret, d'être dans la réalité. Est-ce que la vie, c'est le virtuel? Non. Ça peut l'être, mais il faut de l'humain. On a besoin, en effet, de toute cette partie digitale pour pouvoir recruter, pouvoir postuler, mais rien de tel qu'avoir le patron en face pour lui parler. Mais quand on est à l'aube en fait, de prendre un job, il faut passer la porte de l'entreprise, il faut rencontrer, il faut discuter, il faut échanger, il faut parler avec passion, il faut parler de ce qu'on a envie de faire. Le passé par rapport au CV, ce qui est écrit sur le CV, à quelque part, on s'en moque un peu. Ce qui est important, c'est ce qu'on veut faire après. Comment on a envie de s'investir dans l'entreprise et pourquoi cette entreprise, elle nous passionne. Pourquoi elle nous intéresse? Les résultats, ça donne quoi en 10 secondes? Ça veut dire que ça marche, ce mode de fonctionnement? Exactement. C'est-à-dire que là, ça match, quoi. Ça marche, on a des réussites, on a des personnes. Le chef d'entreprise me dit je n'aurais jamais recruté ces gens auparavant s'ils n'avaient pas fait une visite d'entreprise et s'ils ne m'avaient pas convaincu, montré leur envie de venir chez moi. Vous, votre boulot, c'est aussi de mobiliser les candidats en disant attendez, c'est 9h du matin, vous êtes là, ne blaguez pas, c'est un enjeu fort, c'est aussi un travail que vous faites. Mais on les responsabilise. Mais oui, mais ça leur donne aussi envie. Merci Charlotte Danzon d'être venue de cette si belle région des Vosges. Je ne sais pas s'il neige d'ailleurs chez vous dans les Vosges. Un petit peu. Un petit peu. Ça commence depuis hier soir. Voilà. Recruteuse, le mercato de l'emploi avec ce mode de recrutement en immersion à vivre, parce que c'est pas à découvrir, c'est à vivre. Vraiment, il faut vivre l'expérience. De l'intérieur. De l'intérieur. Merci, c'est un vrai plaisir de vous accueillir. L'émission est terminée, j'en suis évidemment désolé, mais je vous retrouve évidemment demain pour de nouvelles aventures. Merci à toute l'équipe, merci à Alexis pour le son, merci à Angèle, notre ami réalisateur, merci à Nicolas Juchat, évidemment dans mon oreille, et merci à Lily pour l'accueil invité. Je vous remercie tous, vous qui nous regardez et qui êtes des fidèles. Je vous dis très bientôt. Bye bye.